Quel adulte au cours de sa vie ne s'est jamais senti impuissant devant un manque de compétences ou de connaissances pour mener à bien un projet, ou même pour renforcer son pouvoir d'agir en tant que personne dans la communauté ou dans la société? Quel adulte n'a jamais souhaité développer de nouvelles habiletés, s'améliorer ou suivre une formation dans un domaine en particulier, mais a manqué de temps ou d'argent pour le faire? Combien d'entre nous peuvent se dire très honnêtement « Aujourd'hui, j'ai plus rien à apprendre. Mes connaissances actuelles sont suffisantes pour vivre, pour travailler, pour m'épanouir pleinement au sein d'une société qui ne cesse de se transformer. » Et plus largement même, au sein d'un monde qui connaît actuellement des enjeux d'envergure tels que la crise environnementale, les inégalités sociales, les discriminations de genre et plus encore. Combien d'entre nous sommes aujourd'hui pleinement satisfaits des ressources mises à disposition pour continuer d'apprendre, de s'informer, de se mettre à jour, tout en conciliant différentes sphères de sa vie, personnelle, professionnelle et familiale? Notre organisme, c'est ça aussi. Défendre le droit à l'éducation pour tous et toutes et le droit à l'apprentissage tout au long de la vie. Sans investissement solide de nos sociétés dans l'éducation des adultes, nous croyons que certains enjeux de société vont persister, voire même s'aggraver. Bonjour à vous et bienvenue sur le balado de l'éducation des adultes intitulé « En route vers notre forum ». Ce balado est une initiative de l'ICA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Il a été pensé dans le cadre de l'organisation du Forum sur le bien public et le bien commun en éducation des adultes qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains à la Grande Bibliothèque de Montréal. Moi, c'est Jessica Duvivier, agente de recherche et de développement à l'ICA, et initiatrice de ce balado. De mon côté, je m'appelle Émilie Tremblay, je suis chercheuse en éducation des adultes à l'ICA et je travaille à l'organisation du Forum. Notre ambition sur ce balado, c'est de vous faire découvrir le milieu de l'éducation des adultes au Québec et de rappeler aussi que l'éducation des adultes, c'est une composante importante de l'apprentissage tout au long de la vie, tout comme l'est celle des tout-petits et des jeunes. À travers des portraits de personnes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage des adultes, à travers leur engagement, leurs convictions, leurs préoccupations, mais aussi leurs espoirs, leurs victoires et leurs idéaux, vous découvrirez un milieu fascinant, un milieu tout simplement vibrant. Donc, parlons éducation, oui, mais parlons aussi éducation des adultes et apprentissage tout au long de la vie. Dans ce balado, vous allez entendre les réflexions d'Isabelle Coutan, agente de développement et de liaison au CEDAF, le centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Pour la petite histoire et pour vous permettre de mieux connaître Isabelle, c'est en décembre dernier, lorsque je fus engagée à l'ICA, que je la rencontrai pour la première fois. J'apprenais qu'Isabelle faisait partie du comité des politiques en éducation des adultes, un comité de l'ICA qui était un espace de réflexion, qu'elle était aussi membre du conseil d'administration de l'ICA et enfin également membre du comité conseil que nous avons créé pour réfléchir collectivement à la mise en place du forum. Elle s'était alors déplacée en personne dans les bureaux de l'ICA à l'heure des réunifications Zoom. Moi qui venais tout juste d'être immergée dans ce nouveau milieu, j'étais vraiment très curieuse d'en découvrir plus largement sur le monde de l'éducation des adultes au Québec. Et Isabelle nous invita, Sylvie, une de mes collègues et moi-même, à lui rendre visite sur son lieu de travail dans le but de nous présenter un peu plus les services du CEDAF. Une semaine après donc, je découvrais avec plaisir cet organisme qui fut d'ailleurs créé il y a 40 ans par l'ICA. Isabelle m'avait d'ailleurs tout de suite donné la première impression d'être une femme engagée envers plus de justice sociale et plus de solidarité. Et cette visite guidée dans la bibliothèque du CEDAF ne faisait que confirmer cette première impression. Je la sentais tout de suite passionnée par son travail et par le pouvoir que l'éducation des adultes et la condition féminine pouvaient avoir au sein de la société. Sylvie et elle parlèrent du mouvement féministe au Québec, des femmes qui avaient marqué les esprits et changé le cours de l'histoire, et aussi de l'évolution de l'éducation des adultes au Québec. Je ressortais de cette visite revigorée et plus confiante pour notre société. Et je me fis également la réflexion que des organismes tels que le CEDAF ou encore l'ICA méritaient vraiment d'être plus reconnus pour tout ce qu'ils font et ce pourquoi ils se battent au quotidien. Mais si seulement il n'y avait qu'eux. C'est donc tout naturellement que lorsque vint le temps de faire mes entretiens dans le cadre de ce balado, que je demandais à Isabelle d'y participer. Avant de vous présenter brièvement les sujets dont nous avons parlé dans ce balado, je vais vous en dire un peu plus sur le titre et les fonctions d'Isabelle au CEDAF et ailleurs.
Entrée pour la première fois au CEDAF en 2008, Isabelle a fait ensuite quelques allers et retours dans différents organismes, à titre de consultante notamment. Mais aujourd'hui, elle me dit être au CEDAF pour y rester. Comme sa spécialité, c'est l'éducation des adultes, elle travaille sur tous les projets du CEDAF en offrant principalement un soutien andragogique à ses collègues qui font de la production, de formation et ou de contenu. Ce qu'elle aime particulièrement, c'est de travailler au développement des pratiques et à la réflexion des formatrices et des formateurs en éducation des adultes. Elle jette ainsi son dévolu sur tout ce qui permet de continuer à grandir, à se développer et à se former. Nommée l'année dernière au Conseil supérieur de l'éducation dans la commission sur l'éducation des adultes et la formation continue, Isabelle participe aussi à beaucoup d'instances et de réseaux en portant la voix de l'éducation des adultes et notamment celle de l'éducation populaire, qui est, comme nous l'avons mentionné dans le tout premier balado, une voix qui aujourd'hui souffre de marginalisation. Dans ce balado, nous avons parlé de ce qu'Isabelle considère être des victoires en éducation des adultes et de ce qui la pousse à continuer à s'engager sur ce chemin. Elle nous parle de sa vision de l'éducation des adultes comme d'un levier vers plus de justice sociale et de ses espoirs pour la société, du CEDAF, de ses services, de son rôle et de sa mission qui reflètent le bien commun, notamment de par sa bibliothèque, du rôle essentiel de l'éducation populaire et de sa bataille pour exister, des enjeux d'accessibilité, mais aussi de la recherche en éducation des adultes, de sa vision du bien public et du bien commun. Nous avons aussi parlé d'une nouvelle politique souhaitable pour l'éducation des adultes, des retombées désirées du forum de l'ICA et de la nécessité que l'éducation des adultes soit reconnue comme telle par des actrices et des acteurs qui n'ont aujourd'hui pas conscience de faire de l'éducation des adultes. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Je trouve que j'ai pas assisté à des grandes victoires en éducation des adultes, en tout cas pas tant au niveau structurel, au niveau général. Moi, quand je suis arrivée au Québec, tout le milieu de l'éducation des adultes était en attente d'un nouveau plan d'action, le deuxième qui aurait fait suite donc au premier qui était venu avec la politique de 2002. Et j'ai plutôt vécu la déception. Mais ce que je ressens comme victoire, c'est à d'autres niveaux. C'est quand quelqu'un me dit j'y croyais pas, mais je suis retournée à l'école et maintenant, je suis plus sur l'aide sociale et j'ai un travail que j'aime et je pensais pas en être capable, mais j'ai réussi. Ça, c'est quelque chose qui me touche. J'en ai les larmes aux yeux quand quelqu'un me raconte ça. Je suis tellement en admiration devant les gens qui arrivent à changer leur vie comme ça, en retournant apprendre mais pas seulement pour travailler, même quand j'en ai connu des personnes aussi qui se sentaient pas assez bien pour sortir de chez elles et puis qui ont rencontré quelqu'un qui les avait un peu mis sur une autre voie et puis qui ont commencé à s'impliquer dans un organisme de leur quartier et puis à participer à des activités et à devenir des personnes militantes pour l'éducation populaire. Et puis ça je trouve ça tellement inspirant. Enfin, c'est des parcours de vie extraordinaires, je trouve. Ça c'est des victoires. C'est pas les miennes, et puis c'est pas grave. Là, j'adore entendre ces histoires-là, et ça me conforte en fait. Et c'est ça qui me donne envie de continuer toujours en fait à me battre pour que ça continue. J'ai longtemps cru que j'étais arrivée dans l'éducation des adultes par hasard, parce que j'ai enseigné quelques années au secondaire et un petit peu au niveau collégial universitaire. J'étais enseignante en anglais et je me suis retrouvée en fait à travailler dans une entreprise de formation continue pour des personnes qui voulaient améliorer leurs compétences en anglais mais qui étaient en milieu de travail. Et j'ai adoré ça tout de suite parce que j'avais affaire à des adultes qui s'étaient inscrits là de façon volontaire, qui n'étaient pas captifs, mais qui étaient là parce qu'ils avaient et elles avaient envie d'apprendre. Et ça changeait complètement la relation pédagogique. Ça, c'était une dynamique toute nouvelle qui
qui était très motivante pour moi d'avoir en fait des gens qui avaient envie d'apprendre, qui étaient là, ce que j'avais pas toujours ressenti en classe, disons. Mais si je remonte un peu plus loin, je crois que finalement c'est pas tant du hasard que ça, parce que je me souviens que j'aimais tellement apprendre quand j'étais une petite fille et une adolescente. Mais j'aimais pas forcément me rendre à l'école quand j'étais adolescente. Mais petite, oui, beaucoup. Je faisais des crises à mes parents quand il n'y avait pas d'école la fin de semaine ou quand les vacances scolaires étaient trop longues. Quand j'étais vers la fin de mon adolescence et que j'ai vu venir la fin du parcours traditionnel de mes études, quoi. C'est-à-dire une fois que j'aurais terminé mes études secondaires et que j'aurais fait quelques années d'université, parce que c'est ça qui s'en venait. Qu'est-ce que j'allais faire? Comment j'allais continuer à apprendre? Et j'ai vraiment eu une vraie période d'anxiété liée à ça, parce que je voulais pas quitter l'école. Mais je savais que la vie c'était ça, qu'il fallait arrêter à un moment. Et j'ai posé des questions autour de moi. Et là, j'ai appris qu'on pouvait apprendre tout au long de sa vie. Je l'avais pas compris avant, que ce soit en retournant prendre des cours, ou même de façon tout à fait autonome, en lisant des revues spécialisées ou en participant à des formations quand on est au travail. Ça m'a énormément apaisée. J'ai été vraiment rassurée. Mon anxiété s'est levée. Et donc, c'est ça, quand après je me suis retrouvée à être formatrice pour adultes, puis plus tard à me dire, tiens, c'est drôle que la vie m'ait amenée là. Je me suis dit, finalement, non, ça a toujours été quelque chose que j'avais à cœur, et ça fait partie de moi, en fait, cette envie à la fois d'être dans l'apprentissage tout au long de la vie, pour moi et pour les autres. Pour moi, l'éducation des adultes, c'est un très fort levier vers plus de justice sociale. C'est un outil de pouvoir sur sa vie, et c'est ça qui me plaît. Et je veux vraiment qu'on en parle de plus en plus, et que ce soit un bien partagé, parce que je crois que se former pour plein de gens, ça peut servir à améliorer ses conditions de vie, à acquérir des connaissances et des compétences pour mieux se comprendre et gagner du pouvoir d'agir sur le monde qui nous entoure. Ça permet de mieux défendre ses droits, ça permet de mieux comprendre sa place dans la société, de comprendre qui on est en tant qu'humain, en tant que société humaine, et de gagner de la liberté d'action, de faire des choix éclairés. Alors c'est sûr que en disant ça, je crois que j'en mets beaucoup sur les épaules de l'éducation des adultes, mais j'y crois vraiment. Et c'est vraiment tellement inspirant, Isabelle, de penser l'éducation des adultes de cette façon. Si tout le monde pouvait l'avoir de cette manière, j'imagine qu'on vivrait dans une société beaucoup plus égalitaire et certainement même beaucoup plus apte à répondre aux différentes crises auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Maintenant, si tu pouvais m'en dire un peu plus sur l'organisme pour lequel tu travailles, son rôle, sa vision, sa mission. Le CEDAF, c'est le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. C'est un organisme communautaire à vocation provinciale et même nationale qui a 40 ans cette année, qui est donc à la fois une bibliothèque spécialisée en éducation des adultes, en alphabétisation, en condition des femmes et en action communautaire de façon générale. On est aussi un centre de formation, un centre d'expertise sur plusieurs sujets, et nos membres et nos publics sont très très variés. Il y a des gens qui sont des formatrices, des formateurs, des enseignantes, des intervenantes dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales aussi, des personnes qui font de la recherche dans les universités, des professeurs, etc. Et puis on s'intéresse à l'éducation des adultes comme un facteur de plus grande justice sociale, comme un moyen de rehausser ses conditions de vie. Donc c'est une approche, disons, qui est assez large de l'éducation des adultes et plutôt humaniste, disons. La mission du CEDAF, c'est de diffuser les savoirs,
les savoir-faire, en éducation des adultes, alphabétisation, conditions des femmes. Et ça veut dire que on regarde tout ce qui se produit dans ces domaines-là et qu'on le diffuse en ayant une vision élargie de qu'est-ce qui est un savoir. Elle me dit que ce n'est pas seulement les savoirs traditionnels qu'on voit dans les productions écrites, mais aussi les savoirs qui proviennent des pratiques, des retours d'expérience des groupes de terrain, par exemple, etc. Et même dans les formats de ce que le CEDAF diffuse en tant que bibliothèque, Isabelle me dit qu'ils essaient de plus en plus d'aller regarder les productions qui ne sont justement pas éditées de façon traditionnelle dans des livres ou dans des rapports de recherche, etc., mais d'aller regarder ce qu'il y a dans des zines ou dans des balados qui sont moins catalogués dans les bibliothèques habituellement. En parlant de bibliothèque d'ailleurs, Isabelle me fait part de sa réflexion sur la notion du bien commun et je vous laisse écouter. En tant que bibliothèque, je pense qu'on est un lieu qui reflète qu'est-ce que c'est le bien commun, parce que quand on collecte et qu'on diffuse de l'information, des livres ou des boîtes de jeux ou des magazines, etc., on a cette mission de garder des objets, des savoirs produits, de les gérer pour les diffuser au plus grand nombre. Et je trouve que ça, c'est un des aspects du bien commun, c'est-à-dire favoriser la diffusion d'une façon organisée. Je trouve vraiment qu'une bibliothèque, c'est un des plus beaux exemples de ce qu'est le bien commun. Ce que je fais beaucoup aussi, c'est participer à beaucoup d'instances et beaucoup de réseaux. Ce que j'aime le plus, c'est porter la voix de l'éducation des adultes, défendre cette idée que l'éducation des adultes, c'est important et qu'on devrait la valoriser davantage dans la société québécoise. Donc, je dirais que c'est comme une mission de plaidoyer. Et j'aime vraiment beaucoup faire ça, surtout parce qu'en travaillant au CEDAF, j'ai l'occasion de rejoindre des personnes et des organisations très différentes, aussi bien des groupes en alphabétisation que des personnes qui travaillent dans la formation professionnelle ou des syndicats ou plus proches du politique, etc. Ça fait que j'apprends beaucoup de ces milieux-là. J'ai l'impression souvent d'être un peu comme une courroie de transmission de savoir et ça, j'adore ça. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu la chance et l'honneur d'être nommée au Conseil supérieur de l'éducation dans la commission sur l'éducation des adultes et la formation continue. Et donc à ce titre-là, j'ai commencé du travail donc en commission. Il semble que je suis la seule personne dans cette commission qui vient du milieu communautaire, ou alors on est deux, mais on n'est pas très nombreux. Et j'observe que ça permet de porter davantage la voix de l'éducation populaire, que on pourrait avoir tendance un peu parfois à oublier quand on parle d'éducation des adultes. C'est assez facile en fait de penser seulement à tout ce qui se passe dans les milieux formels ou dans les milieux de travail, parce que c'est ça dont on parle le plus. Mais tout ce qui se passe dans les groupes communautaires, c'est énorme et c'est très très large. Et j'avais envie ici de lui demander, avant d'aller plus loin dans notre entretien, ce qu'elle entendait exactement par éducation populaire. L'éducation populaire, c'est une vision, c'est une approche par laquelle on considère que le but de l'éducation, ce n'est pas simplement d'apprendre pour apprendre, disons, c'est apprendre pour questionner, pour critiquer le monde dans lequel on vit. C'est un moyen pour les personnes qui participent d'être plus autonomes. C'est vraiment un mouvement d'émancipation qui permet de faire éclater le cadre dans lequel on vit. Alors c'est dans les activités d'éducation populaire, on donne l'opportunité aux personnes qui participent de parler de leurs conditions de vie, de réfléchir à ce cadre de la société dans laquelle on est et à comment changer les choses. Donc on apprend en construisant une réflexion et en construisant, on se donne les moyens de changer les choses. Alors c'est très dynamique et on apprend pour transformer
la société. C'est vraiment ça l'objectif, c'est la transformation sociale. Donc dans une perspective de justice sociale. C'est ça l'éducation populaire. Waouh, quelle belle définition, ou plutôt quelle belle visée derrière la mission de l'éducation populaire. J'ai eu envie d'en savoir un peu plus ensuite sur les principaux enjeux qu'Isabelle percevait au jour d'aujourd'hui dans le milieu de l'éducation des adultes. Elle m'en donna 2 principaux, le premier étant l'accessibilité, qu'elle détailla de façon très intéressante, vous allez l'entendre, et le second, le manque de recherche en éducation des adultes et ses conséquences. Je pense que un des enjeux principaux en éducation des adultes au Québec aujourd'hui, c'est l'enjeu de l'accès. On a beaucoup ouvert les possibilités de retour en formation. On a beaucoup travaillé pour que la population québécoise soit plus alphabétisée. Je pense surtout à ce qui s'est passé avec la Révolution tranquille et la création d'un système éducatif solide. Ça a tout changé, c'est sûr. Et donc ça a permis à beaucoup de gens de rester longtemps en formation ou d'y retourner. Et ça a changé la société québécoise, c'est certain, pour le meilleur. Ceci dit, 20 ans plus tard, dès le début des années 80, milieu des années 80, disons que la philosophie a un petit peu changé. Il y a eu la volonté dans la plupart des gouvernements des pays industrialisés de favoriser le développement des compétences utiles pour le travail. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place pour ça, donc de la formation en milieu de travail, des formations plus spécialisées, et c'est très bien. Donc ça a permis d'assurer un développement économique, d'assurer l'entrée sur le marché du travail de plein de gens et le maintien dans le marché du travail. Mais ça a un petit peu refermé les possibilités pour tous les gens qui avaient besoin de rehausser et maintenir leurs compétences de base. Et disons apprendre pour apprendre, pas apprendre pour intégrer le marché du travail, mais juste apprendre pour apprendre, ben ça c'est devenu difficile. Et on se retrouve aujourd'hui avec un tissu communautaire fragilisé, avec les fils qui deviennent un peu plus clairs. Les organismes d'éducation populaire se battent juste pour maintenir leur structure en place. C'est très difficile. Garder leur toit sur la tête, avoir une équipe solide, c'est devenu vraiment très difficile. C'est un combat quotidien. Toutes les personnes qui travaillent dans le milieu communautaire le disent, parce que il y a depuis vraiment, oui c'est ça, une quinzaine d'années, un resserrement des programmes sur la formation pour l'emploi ou en milieu de travail. Donc ça freine l'accès des gens qui en ont besoin à des services variés en fait en éducation des adultes. Et puis en dehors de ça, il y a un vrai problème structurel de façon générale d'accéder à l'éducation des adultes quand on a une société qui est de plus en plus pauvre, ou en tout cas, disons que le fossé se creuse entre les personnes les plus riches et les personnes les plus vulnérables. Pour ces dernières personnes-là, ça fait que retourner en formation, c'est très difficile. Quand notre vie quotidienne est occupée par des considérations plus économiques, ben, c'est difficile de relever la tête là, puis de se dire qu'on va retourner en formation ou même prendre une formation courte, quoi. Donc il y a et là-dedans il y a des populations encore plus vulnérables. Je pense à des personnes qui sont éloignées des grands centres, ou les personnes qui vivent seules et qui ont des jeunes enfants. Donc les familles monoparentales, c'est plus difficile de retourner en formation, ça c'est sûr, etc., etc. Donc voilà, il y a un fossé qui se creuse vraiment entre les gens qui ont accès à de la formation et celles qui n'y ont pas accès. Il y a des possibilités offertes par toutes les formations en ligne, et c'est très bien, sauf que le monde du numérique, ça fait pas que créer
des possibilités et ça ferme aussi des possibilités pour d'autres gens parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité d'utiliser un ordinateur ou une tablette et qui est à l'aise sur Internet. Donc c'est très bien pour beaucoup de gens, mais ça crée des barrières pour d'autres gens. Les politiques publiques devraient avoir ce regard sur l'accès parce que il y a une problématique là qui est centrale. C'est vraiment un nœud. Un deuxième enjeu dont on parle peu, je trouve, et qui me tient beaucoup à cœur, c'est la recherche en éducation des adultes, qui n'est vraiment pas assez soutenue. En fait, depuis une quinzaine d'années environ, il y a de moins en moins de financement de la recherche en éducation des adultes, en alphabétisation, en français, au Canada. Et je trouve que c'est inquiétant parce que la recherche, ça informe les pratiques, ça a un impact normalement sur les politiques publiques aussi. Et s'il y a de moins en moins de chercheuses et de chercheurs dans le domaine, alors il y a moins de partage de connaissances, et il y a moins de pratiques informées par la recherche. Et à terme, c'est probable que y ait plus de décisions politiques qui se prennent sur la base d'une idéologie ou ou qui se fondent sur des idées plus que sur des données, disons. Et oui, ça, je trouve que c'est inquiétant. Ouh là là, en effet, c'est même très inquiétant. D'où la nécessité, selon nous, de penser ou de repenser l'éducation des adultes à l'aune des notions du bien commun et du bien public en éducation. Et de l'urgence de poser des actions concrètes pour favoriser une reconnaissance plus large de l'éducation des adultes au sein de notre société. Allons voir d'ailleurs ce que mon invité pense de ces notions. Le bien public, c'est tout ce qu'on décide de confier à l'État quand on pense que c'est tellement important que ça doit être gouverné par l'État et que l'État doit en assurer l'accès à tout le monde. C'est le cas par exemple de la santé. En tant que société, on se dit que c'est un bien si important que l'État doit le gérer, garantir l'accès et la gratuité de la santé à tout le monde, aux soins de santé, à tout le monde. Et donc c'est pour ça que on a un système de santé, etc. Donc ça, c'est un bien public. L'éducation, c'est un bien public aussi. On s'est donné la possibilité, en tant que société, que tout le monde ait un minimum de scolarité, par exemple, pour pouvoir bien s'en sortir dans la vie, etc. Et c'est si important qu'on confie cette mission-là à l'État. Donc il y a un ministère de l'Éducation qui garantit l'accès et la gratuité de l'éducation un certain nombre d'années. Donc ici c'est jusqu'au secondaire 5 pour tout le monde. Pour ce qui est du bien commun, je crois que c'est important de parler d'abord de la notion de bien toute seule. Un bien, c'est ce qui est potentiellement la propriété de quelqu'un. C'est tout ce qui peut être, oui c'est ça, qui peut appartenir à quelqu'un. Ça c'est un bien. Donc par exemple, l'eau des océans, c'est pas un bien. Ça ne peut pas appartenir à quelqu'un. Quand on ajoute le mot commun et qu'on a l'expression bien commun, alors on décide que ce bien ne sera pas la propriété exclusive d'une personne ou d'un groupe de personnes. On décide que ce bien appartiendra à la communauté. C'est ce qu'on a vu avec les Creative Commons, où une œuvre est produite par un auteur, une autrice, mais au lieu qu'elle reste strictement sous le régime du droit d'auteur, l'auteur ou l'autrice décide de diffuser son œuvre en laissant la possibilité à d'autres personnes d'utiliser, de modifier l'œuvre, pourvu que donc la personne qui l'a créée soit citée et que généralement le partage se fasse à l'identique. Ça vient ouvrir ce qui était avant un peu plus restrictif avec le droit d'auteur. Donc ça c'est ce qui est propre au bien commun, c'est cette notion de partage et d'accès. Ce qui est important dans tout ça, c'est que c'est pas parce que c'est ouvert et accessible que ce n'est pas géré.
Par exemple, l'éducation des adultes, c'est à la fois un bien public, l'État le gère, et c'est un bien commun. Et c'est l'important que ça le reste, parce qu'il y a un besoin de gouvernance. Il faut qu'il y ait des personnes, des organismes communautaires qui veillent à la qualité des contenus des formations, qui veillent à ce qui est fait. Par exemple, je le disais, je travaille dans un centre de documentation spécialisé en éducation des adultes. On gère oui, c'est ça, on s'occupe de savoir, d'informations, de ressources utiles au milieu de l'éducation des adultes. C'est pas parce que c'est commun que ce n'est pas géré. Voilà, je pense que il faut l'avoir en tête. Et ce besoin de gouvernance-là fait partie du bien commun. J'aime beaucoup la nuance qu'elle apporte en disant que ce n'est pas parce que c'est ouvert et accessible que ça ne doit pas être géré et laissé là de façon anarchique. La notion de gouvernance, vous allez l'entendre, est importante pour Isabelle. Selon elle, cette gouvernance devrait même être partagée entre toutes les parties prenantes en éducation des adultes, le gouvernement y compris. L'État devrait, selon elle, soutenir davantage les actions menées en éducation des adultes au sein des organismes. Et vous allez voir que dans cette notion de soutien, l'autonomie ici est essentielle. En tant que bien public, l'éducation des adultes, c'est une partie de l'éducation des adultes. Donc, on a un ministère de l'éducation qui a la responsabilité d'assurer la formation générale des adultes dans ce qui relève de ses compétences. En l'occurrence, il y a des centres de services scolaires qui gèrent des centres d'éducation des adultes, et c'est très bien. Il y a aussi tout ce qui se passe en formation professionnelle, et puis ce qu'il y a dans les milieux de travail, etc. Donc ça, c'est pas l'État, mais ça peut être financé par l'État, par exemple. Mais l'éducation des adultes, c'est beaucoup plus vaste. C'est tout ce qui se passe dans les organismes communautaires, c'est aussi les musées, les bibliothèques, et ça, c'est vraiment important que ça continue de se développer comme bien commun. C'est géré et pensé par la communauté, ça répond aux besoins exprimés par la communauté. Donc oui, il faut que l'État s'occupe en partie de l'éducation des adultes et qui contribue à ça fortement. L'État devrait soutenir ce qui se passe aussi du côté du bien commun, le soutenir, mais la communauté doit rester autonome dans ce qu'elle construit en éducation des adultes, en éducation populaire, etc. Il y a des façons de faire et il y a des approches dans les milieux non formels ou informels qui doivent rester autonomes, qui doivent continuer à être gérés de façon autonome parce que ça répond à des besoins auxquels un ministère ne peut pas répondre. Le milieu de l'éducation des adultes au Québec demande avec insistance depuis longtemps une nouvelle politique en éducation des adultes. On a besoin d'une nouvelle politique. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. On veut que l'éducation des adultes reste un bien public. On veut que ça continue comme ça. Mais je pense aussi que ça ne doit pas être seulement un bien public, que l'État ne peut pas tout faire. C'est bien normal, on peut pas tout mettre sur les épaules de l'État pour faire une politique de l'éducation des adultes, ou en tout cas pour gérer l'ensemble de l'éducation des adultes, parce que c'est très vaste et que les problèmes et les enjeux sont très complexes. L'État ne peut pas être le seul acteur, en fait. C'est une richesse qu'on a d'avoir des organisations variées, des organismes communautaires qui sont impliqués dans l'éducation des adultes. Il faut que ça reste comme ça, mais il faut que y ait une vision large qui se reflète dans une politique et où tout le monde a sa place, en fait. On espère tellement en être témoin. Et quelles sont tes attentes envers le forum, tes souhaits? Qu'aimerais-tu qu'il en ressorte? Je crois qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire au niveau gouvernemental sur le fait que l'éducation des adultes, c'est pas seulement pour trouver du travail ou pour être meilleur dans son travail. C'est un des résultats que j'attends du forum, cette prise de conscience là, c'est que tous les acteurs du milieu de l'éducation des adultes soient là, donc l'État aussi, et qu'on se mette d'accord sur le fait qu'on doit se partager les tâches et que toutes les actions d'éducation des adultes ont de la valeur.
La façon dont les politiques publiques sont conçues nécessite qu'il y ait des évaluations et de la reddition de comptes, et c'est tout à fait correct. C'est bien normal que quand on investit de l'argent public dans des actions, on ait besoin d'indicateurs, et c'est très bien comme ça, c'est de la transparence, c'est parfait. Mais on doit aussi accepter que il y a des activités éducatives qui peuvent pas répondre à ces objectifs de reddition de comptes là, parce que une personne qui va rehausser ses compétences en littératie, qui participe à un atelier dans une ASEF pour apprendre à comment planifier sa retraite, elle va se former, et tout le monde bénéficie de ça, parce que la personne, si on sait mieux planifier sa retraite, gérer son argent, etc., tout le monde se porte mieux quand les gens ont développé des bonnes compétences en littératie financière. Mais ça n'a pas ça se quantifie pas, ça, avec des diplômes ou des choses comme ça. Et il faut l'accepter, en fait. Il faut faire confiance au fait que la formation, l'éducation qui se fait dans le communautaire, elle a énormément de valeur et d'impact sur la société, sur les gens, mais que ça ne se quantifie pas, ça peut pas répondre à des objectifs d'évaluation stricts comme nombre d'heures de formation, diplôme, etc. Alors s'il y avait ce partage et cette prise de conscience à l'occasion du forum, je crois que ça pourrait donner l'occasion au gouvernement de se dire qu'une politique en éducation des adultes, ça doit être large et que ça doit être intergouvernemental. Ce serait la meilleure avenue, je pense, là, qu'une politique en éducation des adultes ne repose pas seulement sur le ministère de l'Éducation, parce que l'éducation des adultes, c'est partout, et chacun doit en prendre sa part. Ça doit faire partie des préoccupations du ministère de la Santé, du ministère de la Culture, du ministère de l'Environnement, etc. Et qu'on en parle partout, en fait. C'est ça. Je crois que le forum pourrait mener à ça, et que ça devrait. En fait, c'est un souhait que j'ai. Je crois qu'on a vraiment besoin d'une occasion de partager, comme celle que le forum va offrir, surtout pour les milieux communautaires et de l'éducation populaire, qui ont souvent besoin d'expliquer et de réexpliquer leur importance, leur valeur, ce qu'ils font, comme si ça en avait peut-être moins que les milieux formels, institutionnels, etc. J'entends souvent ça, que le milieu communautaire doit justifier son existence. Alors c'est sûr que, voilà, je l'ai dit, hein, les retombées de l'éducation populaire elles sont moins visibles sur le court terme, mais elles existent à long terme ou à moyen terme. Donc on n'en voit pas tout de suite les effets, mais c'est là. Si le forum peut être l'occasion de rappeler ça, je pense que ce sera une belle réussite. Une autre chose que je voudrais voir au terme du forum, c'est que des organisations de toutes sortes se reconnaissent comme acteurs et actrices de l'éducation des adultes, des organisations, des personnes, etc. J'ai observé quelquefois que des gens qui font par exemple de la médiation culturelle, ou qui travaillent comme travailleuses sociales dans les CLSC, et qui je donne des exemples comme ça, mais de plein de façons, ces personnes-là outillent les adultes et des familles, et pourraient se percevoir comme des éducateurs ou des éducatrices d'adultes, mais elles le font pas. Et je crois que si davantage de personnes s'identifiaient comme éducateurs, éducatrices d'adultes, alors la communauté de l'éducation des adultes serait plus forte, et qu'on pourrait mieux tous ensemble revendiquer notre importance auprès du gouvernement, demander plus de soutien. Parce qu'en vrai, les personnes qui œuvrent pour l'éducation des adultes sont très 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 nombreuses.
Merci beaucoup Isabelle pour ce beau partage. C'était Jessica Duvivier, réalisatrice et productrice du balado de l'éducation des adultes intitulé En route vers notre forum. En espérant que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de vous plonger au cœur de nos prochains entretiens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre 5 étoiles pour maximiser notre visibilité et ainsi faire valoir nos revendications. Dans notre prochain épisode, vous aurez la chance d'entendre non pas un, mais 2 invités à la fois, que nous avons eu la chance de rencontrer Émilie et moi. Il s'agira d'Éric April, directeur de la formation continue et aux entreprises du Cégep du Vieux-Montréal, et d'Andréane Gendron-Landry, conseillère pédagogique en formation continue et aux entreprises dans ce même Cégep. Vous allez voir que leurs actions, leur détermination et leur envie de faire évoluer les choses dans le meilleur intérêt toujours de l'apprenant et de l'apprenante adulte est tout simplement contagieux. Alors je vous dis à très bientôt.